Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir de vous partager aujourd'hui ma première vidéo de ma nouvelle chaîne Follow et je vais débuter cette longue série de vidéos portant sur des sujets juridiques divers par le concubinage. Le concubinage est un des différents modes d'organisation du couple. Il a été institué en même temps que le Pacs par la loi du 15 novembre 1999 et il est défini à l'article 515-8 du Code civil comme étant une union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité ou de continuité entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe qui vivent en couple. Grosso modo, c'est une union libre et qui dit libre dit pas de réglementation. En effet, il n'y a pas de réglementation dans le sens où des règles ont été élaborées pour encadrer le concubinage et donc imposer des contraintes. Mais malgré cette citation de Napoléon Bonaparte selon laquelle les concubins se passent de la loi se désintéresse d'eux, l'union libre a fait l'objet d'une reconnaissance juridique. Mais pourquoi avoir reconnu juridiquement le concubinage finalement ? Eh bien parce que cette union génère dans les faits des effets qui, eux, sont juridiques. Par ailleurs, consacrer juridiquement l'union libre a permis de faire bénéficier aux concubins victimes de violences exercées au sein du couple, en plus des pacsés ou des conjoints, de mesures de protection. En effet, le juge aux affaires familiales pourra rendre ainsi une ordonnance de protection dans les meilleurs délais. Pour être reconnu comme couple en concubinage, quelles conditions faut-il remplir ? Eh bien, d'abord, il faut être deux, évidemment, et peu important le sexe. Ensuite, il faut partager une vie commune, c'est-à-dire vivre ensemble, avoir une vie de couple. Mais attention, ce n'est pas une obligation, contrairement à ce que l'on peut retrouver dans le mariage. Et enfin, la communauté de vie n'est pas une condition suffisante, ni même essentielle. Il faut surtout que la relation soit stable et qu'elle soit continue. La relation doit être durable et suffisamment connue des tiers, quand bien même le couple ne partage pas à temps complet un même domicile. Quant aux effets du concubinage, quels sont-ils ? Eh bien, ce n'est pas la peine de les rechercher dans les textes législatifs, car ils n'y sont pas. Mais il faut en réalité se plonger dans la jurisprudence pour obtenir plus de précision quant aux effets du concubinage. Il n'incombe sur les concubins aucune obligation particulière. En d'autres termes, les règles relatives au mariage ne s'appliquent pas en matière de concubinage. Par exemple, les époux ont une obligation alimentaire réciproque. Eh bien, cette obligation n'existe pas dans le cadre d'un concubinage. Mais soyons prudents sur ce que nous affirmons, car la Cour de cassation semble faire une distinction particulière entre l'obligation légale de contribution aux charges et l'obligation naturelle de contribution aux charges. Car dans un arrêt qu'elle a pu rendre le 10 février 2016, les juges ont reconnu l'existence d'une obligation naturelle de participation aux charges de ménage qu'applique une vie de couple. On parle bien d'obligation naturelle et non pas d'obligation légale, comme ce qui existe dans le cadre d'un mariage. Il y a dans un couple une obligation naturelle de contribuer aux charges relatives à la vie commune, à défaut d'avoir une obligation légale. Quant aux enfants des concubins, les parents peuvent choisir librement le nom de leurs enfants. La mère dispose et exerce automatiquement l'autorité parentale, tandis que le père ne l'exercera que s'il a reconnu au préalable l'enfant. Par ailleurs, il faut savoir que contrairement aux couples mariés, un couple en concubinage ne peut adopter un enfant. Mais il faut savoir qu'une personne seule, une personne célibataire, a cette faculté légale d'adopter un enfant. Enfin, que se passe-t-il lorsque notre couple se sépare ? Les concubins peuvent se séparer librement sans réaliser aucune démarche. Toutefois, même si le principe veut que la rupture soit libre,
et que cette rupture ne peut justifier le versement de dommages-intérêts, il existe des situations dans lesquelles un des concubins peut valablement demander un tel versement. Par exemple, un concubin incite sa concubine à quitter son logement, à partir loin de sa famille et à démissionner de son emploi, lui interdisant de retravailler par la suite et s'engage par ailleurs à subvenir à ses besoins, puis l'abandonne. Si l'un des concubins décède, le concubin survivant n'aura aucun droit sur la succession, ni aucun droit d'une pension de réversion, c'est-à-dire une partie de la retraite qui profitait à la personne décédée et qui est versée ensuite aux survivants, qui bénéficient aux couples mariés puisqu'ils sont soumis à une solidarité financière et à d'autres obligations légales. En revanche, le concubin survivant n'est pas totalement perdant. Il pourra, par exemple, récupérer le bail de location conclu par le concubin décédé afin de conserver le logement, à condition que soit prouvée une relation notoire qui existait déjà 1 an avant le décès. Voilà, eh bien j'en ai fini pour cette présentation du concubinage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt.